Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil, ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était pas allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose les pensées d'une existence antérieure. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait ma porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ces rites absurdes. Et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix, où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Mais ces soirs-là, où maman, en somme, restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner, et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement à M. Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combray, quelquefois à dîner en voisin, quelquefois après le dîner à l'improviste. Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers. Tout le monde se demandait « Une visite, qui cela peut-il être ?» Mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann. Ma grand-tante, parlant à haute voix pour prêcher d'exemple sur un ton qu'elle s'efforçait de rendre naturel, disait de ne pas chuchoter ainsi, que rien n'est plus désobligeant pour une personne qui arrive,
et à qui cela fait croire qu'on est en train de dire des choses qu'elle ne doit pas entendre. Et on envoyait en éclaireur ma grand-mère, toujours heureuse d'avoir un prétexte pour faire un tour dans le jardin de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils que le coiffeur a trop aplati. Nous restions tous suspendus aux nouvelles que ma grand-mère allait nous apporter de l'ennemi. Comme si on eût pu hésiter entre un grand nombre possible d'assaillants. Et bientôt après, mon grand-père disait « Je reconnais la voix de Swann ». On ne le reconnaissait en effet qu'à la voix. On distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressan, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques. Et j'allais, sans en avoir l'air, dire qu'on apporta les sirops. Ma grand-mère attachait beaucoup d'importance, trouvant cela plus aimable, à ce qu'ils n'eussent pas l'air de figurer d'une façon exceptionnelle et pour les visites seulement. Le seul d'entre nous pour qui la venue de Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers ou seulement M. Swann était là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde et je venais ensuite m'asseoir à table jusqu'à 8 heures où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais, sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Et justement, ces soirs-là où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse brusquement, publiquement, sans même avoir le temps et la liberté nécessaires pour porter à ce que je faisais cette attention des maniaques qui s'efforcent de ne pas penser à autre chose pendant qu'ils ferment une porte pour pouvoir, quand l'incertitude maladive leur revient, lui opposer victorieusement le souvenir du moment où ils l'ont fermée. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on servirait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner. Et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si j'avais été dans ma chambre. Aussi, je me promettais dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et si furtif tout ce que j'en pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres. Comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pause, prépare sa palette et a fait d'avance de souvenir, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait aller se coucher, on dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, on va te coucher. » Je voulais embrasser maman. Mais à cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère, vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules, allons, monte !» Et
Il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur, montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté où je m'engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Quand nous dormons, et qu'une rage de dents n'est encore perçue par nous que comme une jeune fille que nous nous efforçons de 100 fois de suite de tirer de l'eau, ou que, comme un vers de Molière, que nous nous répétons sans arrêter, c'est un grand soulagement de nous soulager, de nous réveiller, et que notre intelligence puisse débarrasser l'idée de rage de dents de tout déguisement héroïque ou cadencé. C'est l'inverse de ce soulagement que j'éprouvais quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait en moi d'une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois insidieuse et brusque, par l'inhalation beaucoup plus toxique que la pénétration morale de l'odeur de vernis particulière à cet escalier. Une fois dans ma chambre, il me fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant les couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été sous les courtines de reps du grand lit, j'eus un mouvement de révolte. Je voulus essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante, qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Je n'hésitais pas à mentir, à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne me crut pas, car comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda pendant 5 minutes l'enveloppe, comme si l'examen du papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu, ou lui apprendre à quel article de son code elle allait se référer. Puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour les parents d'avoir un enfant pareil ?» Elle revint au bout d'un moment me dire qu'on n'en était encore qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre devant tout le monde, mais que, quand on serait au rince-bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à maman. Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus, comme tout à l'heure, pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer, invisible et ravi, dans la même pièce qu'elle, allait lui parler de moi à l'oreille. Puisque cette salle à manger interdite, hostile, où la glace elle-même et les rince-bouches me semblaient receler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes parce que maman les goûtait loin de moi, s'ouvrait à moi.
et, comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter jusqu'à mon cœur enivré l'attention de maman tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant, je n'étais plus séparé d'elle. Les barrières étaient tombées. Un fil délicieux nous réunissait. Et puis, ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie. Et personne, aussi bien que lui, peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre, c'est l'amour qu'il lui a fait connaître, l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous avant qu'il ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte en l'attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l'amitié pour un camarade. Et la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swann l'avait bien connue aussi. Cette joie trompeuse que nous donnent quelques amis, quelques parents de la femme que nous aimons quand, arrivant à l'hôtel ou au théâtre où elle se trouve, pour quelques balles, redoute ou première où il va la retrouver, cet ami nous aperçoit errant dehors, attendant désespérément quelque occasion de communiquer avec elle. Il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous inventons que nous avons quelque chose d'urgent à dire à sa parente ou amie, il nous assure que rien n'est plus simple, nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l'envoyer avant 5 minutes. Que nous l'aimons, comme en ce moment j'aimais Françoise, l'intermédiaire bien intentionnée qui d'un mot vient nous rendre supportable, humaine et presque propice, la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyons que des tourbillons ennemis, pervers et délicieux, entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons. Si nous en jugeons par lui, le parent qui nous a accostés et qui est lui aussi un des invités des cruels mystères, les autres invités de la fête ne doivent rien avoir de bien démoniaque. Ces heures inaccessibles et suppliciantes où elle allait goûter des plaisirs inconnus, voici que par une brèche inespérée, nous y pénétrons. Voici qu'un des moments dont la succession les aurait composés, un moment aussi réel que les autres, même peut-être plus important pour nous, parce que notre maîtresse y est plus mêlée, nous nous le représentons. Nous le possédons, nous y intervenons, nous l'avons créé presque. Le moment où on va lui dire que nous sommes là, en bas. Et sans doute, les autres moments de la fête ne devraient pas être d'une essence bien différente de celui-là. Ne devrait rien avoir de plus délicieux et qui du temps nous faire souffrir, puisque l'ami bienveillant nous a dit « mais elle sera ravie de descendre. Cela lui fera beaucoup plus de plaisir de causer avec vous que de s'ennuyer là-haut. » Hélas, Swann en avait fait l'expérience. Les bonnes intentions d'un tiers sont sans pouvoir sur une femme qui s'irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Souvent, l'ami redescend seul.
ma mère ne vint pas. Et sans ménagement pour mon amour-propre engagé à ce que la fable de la recherche ne fût pas démentie, me fit dire par Françoise ces mots: « Il n'y a pas de réponse, que depuis j'ai si souvent entendu des concierges de palace ou des valets de pied de tripot. » Je me couchais et fermais les yeux en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu'en écrivant ce mot à maman, en m'approchant au risque de la fâcher si près d'elle que j'avais cru toucher le moment de la revoir, je m'étais barré la possibilité de m'endormir sans l'avoir revue. Et les battements de mon cœur de minute en minute devenaient plus douloureux parce que j'augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l'acceptation de mon infortune. Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit comme un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâché pour longtemps avec elle, quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire, non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au bord de mon lit. Je ne faisais presque aucun mouvement afin qu'on ne m'entendît pas d'en bas. Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous celui qui pouvait avoir pour moi, de la part de mes parents, les conséquences les plus graves. Bien plus graves en vérité qu'un étranger n'aurait pu le supposer, de celles qu'il aurait cru que pouvaient produire seulement les fautes vraiment honteuses. Mais dans l'éducation qu'on me donnait, l'ordre des fautes n'était pas le même que dans l'éducation des autres enfants. Et on m'avait habitué à placer avant toutes les autres, parce que sans doute il n'y en avait pas contre lesquelles j'eusse besoin d'être plus soigneusement gardé, celles dont je comprends maintenant que leur caractère commun est qu'on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse. Mais alors on ne prononçait pas ce mot. On ne déclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire que j'étais excusable d'y succomber, ou peut-être même incapable d'y résister. Mais je les reconnaissais bien à l'angoisse qui les précédait comme à la rigueur du châtiment qui les suivait. Et je savais que celle que je venais de commettre était de la même famille que d'autres pour lesquelles j'avais été sévèrement puni, quoique infiniment plus grave. Quand j'irais me mettre sur le chemin de ma mère au moment où elle monterait se coucher, et qu'elle verrait que j'étais resté levé pour lui redire bonsoir dans le couloir, on ne me laisserait plus rester à la maison. On me mettrait au collège le lendemain, c'était certain. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre 5 minutes après, j'aimais mieux encore cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman. C'était lui dire bonsoir. J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann. Et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allais à la fenêtre. Maman demandait à mon père s'il avait trouvé la langouste bonne et si M. Swann avait repris de la glace au café et à la pistache. « Je l'ai trouvé bien quelconque, dit ma mère. Je crois que la prochaine fois, il faudra essayer d'un autre parfum. »
Mon père et ma mère restèrent seuls et s'assirent un instant. Puis mon père dit, « Eh bien, si tu veux, nous allons monter nous coucher. Si tu veux, mon ami, bien que je n'ai pas l'ombre de sommeil. Ce n'est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir éveillé. Mais j'aperçois de la lumière dans l'office, et puisque la pauvre Françoise m'a attendu, je vais lui demander de dégrafer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allais sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer, mais du moins il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l'escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même. Je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot. Et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler. Et d'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore, comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille eussent été puériles. Une parole c'eût été le calme avec lequel on répond à un domestique quand on vient de décider de le renvoyer. Le baiser qu'on donne à un fils, qu'on envoie s'engager alors qu'on le lui aurait refusé si on devait se contenter d'être fâché 2 jours avec lui. Mais elle entendit mon père, qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller. Et pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère, « Sauve-toi, sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait pas vu ainsi, attendant comme un fou. » Mais je lui répétais, « Viens me dire bonsoir », terrifié de voir que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père ne me trouvât encore là, si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir ». Il était trop tard. Mon père était déjà devant nous. Sans le vouloir, je murmurais ces mots que personne n'entendit. « Je suis perdu. » Il n'en fut pas ainsi. Mon père me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère, parce qu'il ne se souciait pas des principes et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. Pour une raison toute contingente ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure. Ou bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant l'heure rituelle, il me disait « Allons, monte, te coucher, pas d'explication ». Mais aussi, parce qu'il n'avait pas de principe dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant étonné et fâché. Puis, dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui. Puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir, reste un peu dans sa chambre, moi je n'ai besoin de rien. » « Mais, mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose, on ne peut pas habituer cet enfant. » « Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux.
Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a 2 lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eût agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de l'Inde violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait ses névralgies, avec le geste d'Abraham, dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier n'existe plus depuis longtemps. Moi aussi, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours. Et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors. De même que les anciennes sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, maman, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause.
il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu de ce breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'y a éveillée, mais ne la connaît pas. Il ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact, à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui à trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de la faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis, une deuxième fois, je fais le vide devant lui. Je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance, j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne puis distinguer la forme, lui demander, comme au seul interprète possible, de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur. Lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir,
soulevé tout au fond de moi? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté. Redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récentes. Peut-être parce que ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies, ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint, comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contourent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, vier les jardins, de ma tasse de thé. Il y avait autour de Combray 2 côtés pour les promenades.
et si opposés qu'on ne sortait pas en effet de chez nous par la même porte quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre. Le côté de Méséglise-la-Vineuse, qu'on appelait aussi le côté de chez Swann, parce qu'on passait devant la propriété de M. Swann pour passer par là, et le côté de Guermantes. Quand on voulait aller du côté de Méséglise, on sortait pas trop tôt, et même si le ciel était couvert, parce que la promenade n'était pas bien longue et n'entraînait pas trop, comme pour aller n'importe où, par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du Saint-Esprit. On était salué par l'armurier, on jetait ses lettres à la boîte, on disait en passant à Théodore de la part de Françoise qu'elle n'avait plus d'huile ou de café, et l'on sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barrière blanche du parc de M. Swann. Comme la promenade du côté de Méséglise était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray, et qu'à cause de cela on la réservait pour les temps incertains, nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussainville dans l'épaisseur desquels nous pourrions nous mettre à couvert. C'était une autre affaire d'aller du côté de Guermantes, car la promenade était longue et l'on voulait être sûr du temps qu'il ferait. Quand on semblait entrer dans une série de beaux jours, quand Françoise, désespérée qu'il ne tombât pas une goutte d'eau pour les pauvres récoltes, et ne voyant que de rares nuages blancs nageant à la surface calme et bleue du ciel, s'écriait en gémissant: « Ne dirait-on pas qu'on voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en montrant là-haut leur museau? Ah, ils pensent bien à faire pleuvoir pour les pauvres laboureurs, et puis quand les blés seront poussés, alors la pluie se mettra à tomber à tout petit patapon, sans discontinuer, sans plus savoir sur quoi elle tombe que si c'était sur la mer. » Quand mon père avait reçu invariablement les mêmes réponses favorables du jardinier et du baromètre, alors on disait au dîner: « Demain, s'il fait le même temps, nous irons du côté de Guermantes. » On partait tout de suite après déjeuner par la petite porte du jardin et on tombait dans la rue des Perchamps, étroite et formant un angle aigu, remplie de graminées au milieu desquelles 2 ou 3 guêpes passaient la journée à herboriser. Dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à l'écart, me faisaient tant souffrir que, pour ne plus les ressentir, de lui-même, par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser au vers, au roman, à un avenir poétique, sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup, un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin, me faisait arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient. Et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais quelque chose qu'ils invitaient à venir prendre. Et malgré mes efforts, je n'arrivais pas à découvrir. Et que malgré mes efforts, je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, à tâcher d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. Et s'il me fallait rattraper mon grand-père pour suivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, sans que je pusse comprendre pourquoi, m'avait semblé si pleine, prête à s'entr'ouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins,
Elle me donnait un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité, et par là me distrayait de l'ennui, du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient. Je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Alors, je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille puisque je rentrais à la maison. Protégé par le revêtement, Alors, je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille, puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d'images sous lesquelles je la trouverais vivante. Comme les poissons que les jours où on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier, couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison, je songeais à autre chose, et ainsi s'entassaient dans mon esprit, comme dans ma chambre, les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés, une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant, où notre promenade s'étant prolongée fort au-delà de sa durée habituelle, nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour, comme l'après-midi finissait, le docteur Percepied qui passait en voiture à bride abattue, nous avait reconnus et nous avait fait monter avec lui. J'eus une impression de ce genre et ne l'abandonnais pas sans un peu l'approfondir. On m'avait fait monter près du cocher. Nous allions comme le vent parce que le docteur avait encore, avant de rentrer à Combray, à s'arrêter à Martinville-le-Sec chez un malade à la porte duquel il avait été convenu que nous l'attendrions. Au tournant d'un chemin, j'éprouvais tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place. Puis le clocher de Vieux-Vic, qui, séparé d'eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. En constatant, en notant la forme de leurs flèches, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés et nous avions l'air de si peu nous rapprocher d'eux que je fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville. Je ne savais pas la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon, et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible. J'avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de n'y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l'avais fait, les deux clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres, de toits, de parfums, de sons que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'ils m'avaient procuré et que je n'ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes. Je repris ma place sur le siège
Je tournai la tête pour voir entre les clochers qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois au tournant du chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute de compagnie, de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt, leurs lignes et leurs surfaces ensoleillées, comme si elles avaient été une sorte d'écorce, se déchirèrent. Un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut. J'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant, qui se formula en mots dans ma tête. Et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru que, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus plus penser à autre chose. À ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martainville, en tournant la tête, je les aperçus de nouveau, tout noirs cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments, les tournants du chemin me les dérobaient, puis ils se montrèrent une dernière fois, et enfin je ne les vis plus. Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martainville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composais, malgré les chaos de la voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j'ai retrouvé depuis et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Seul, s'élevant du niveau de la plaine et comme perdu en rase campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Martainville. Bientôt, nous en vîmes trois, venant se placer en face d'eux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieux-Vic, les avait rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite, et pourtant les trois clochers étaient toujours loin devant nous, comme trois oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta, prit ses distances, et les clochers de Martainville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux que je pensais au temps qu'il faudrait encore pour les atteindre quand, tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si durement au-devant d'elle qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martainville depuis un peu de temps, et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que, resté seul à l'horizon à nous regarder fuir, ces clochers et celui de Vieux-Vic agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois, l'un s'effaçait pour que les deux autres puissent nous apercevoir un instant encore. Mais la route changea de direction. Ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d'or et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin, qui n'étaient plus que comme trois fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Il me faisait penser aussi aux trois jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin.
et après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je ne repensais jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand, au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville, j'ai fini de l'écrire. Je me trouvais si heureux. Je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux, que, comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre mon œuf, je me mis à chanter à tue-tête. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».